Bienvenue dans cette vidéo d'une intervention réalisée au CESCOM à Metz en Moselle en mai 2024 au sujet de la nouvelle valeur travail de la jeune génération qu'on appelle aussi génération Z. Alors les dates qui délimitent la génération Z, elles fluctuent suivant les sources, mais on s'accorde à dire que ce sont des personnes qui sont nées entre 1995 et 2010. Le problème, c'est que leurs signaux de motivation au travail et leur comportement ne répondent pas à nos attentes, nous, en tant que génération X ou Y, voire baby boomer. Clairement, on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément motivés. Alors vous allez me dire, c'est la même chose dès lors qu'on change de génération. Les précédentes pensent que les nouvelles sont beaucoup moins motivées. Alors oui, mais cette fois-ci, les différences sont encore plus marquées. Et des tensions s'en ressentent au niveau du recrutement, au niveau de l'intégration, au niveau du management, au niveau des habitudes d'achat, au niveau des préférences de communication, sans parler de leurs habitudes d'apprentissage en tant qu'étudiant. Qui suis-je et pourquoi est-ce que cette valeur travail de la nouvelle génération m'interpelle particulièrement? Je m'appelle Aline Anthropius et je suis coach en neurosciences et formatrice spécialisée dans la gestion de la relation humaine. Donc tout ce qui va être communication, management, connaissance de soi, gestion de son stress, gestion de son temps, gestion des conflits. Et je suis également créatrice de contenu de plateforme e-learning. Le tout depuis 2019. Avant cela, j'ai animé un secteur de conseillère de vente de bijoux fantaisie, réparti en 27 équipes sur 12 départements. Et encore avant ça, mes premières amours, c'était déjà l'enseignement en tant que prof d'anglais pendant 11 ans. J'ai donc travaillé avec des générations X, Y et Z, notamment en 2024 dans des écoles de commerce. Et croyez-moi, en tant que formatrice, la génération Z m'a vraiment amenée à revoir toute ma pédagogie. J'ai également eu des étudiants en coaching et j'ai été complètement impressionnée par leur capacité à rapidement dépasser leurs croyances limitantes. Et de façon générale, j'adore essayer de comprendre les comportements humains à la lumière des neurosciences. Je vous livre mes réflexions au travers de la vidéo de cette conférence qui a duré environ 1 heure et demie, avec beaucoup d'échanges très nourris entre une trentaine de participants, de profils complètement différents, à la fois des étudiants de génération Z, des retraités, des salariés, des indépendants, des organismes de formation, des entreprises. Les échanges ont été nombreux, je vous en ai remis quelques-uns dans la vidéo. En tous les cas, ils étaient très nourris et ils ont tous eu pour objectif de mieux comprendre ensemble comment faire cohabiter et comment construire à partir de toutes nos valeurs travail différentes suivant les générations. La fameuse question, je l'ai entendue autour de table, vous êtes tous ouverts à comprendre pour pouvoir avancer et accepter cette nouvelle valeur travail. À votre avis, pour l'accepter, ça demande quoi? Donc si on se contente finalement d'observer, et à partir des observations, des statistiques notamment, de comportements visibles, de comprendre. Là, on va être un petit peu limité. Comprendre, c'est vraiment remonter sur les niveaux logiques du fonctionnement du cerveau, c'est remonter jusqu'à la strate valeur, déjà. Une fois qu'on a la valeur, ça va de soi, mais enfin c'est quand même plus facile en le disant, c'est que ce n'est pas forcément comprendre d'après les comportements, c'est vraiment comprendre d'après la strate valeur. Et la valeur, c'est vraiment ça qui est différent et qui est vu différemment entre les générations. On va lui donner le même nom, mais on ne va pas du tout la définir de la même façon. Donc voyons comment est-ce que ça se définit. 68% de la génération Z, la dernière, pour laquelle le premier critère au travail, c'est la rémunération. Complètement décomplexé là-dessus. Ensuite, bien sûr, équilibre, vie pro-perso, etc. Évolution de carrière, oui, tout ça. On est d'accord que ça ressemble beaucoup à ce que tout le monde a en tête à travers les générations. Sauf que eux, il n'y a pas de souci, ils le disent haut et fort et ils ne trouvent pas ça dérangeant. Du tout. Souvent, ils vont vous dire « mais pourquoi pas ?» ou alors « et alors ?» Et là, nous, on est là, oui, c'est pas faux. On est d'accord, les premières études qu'on va faire de notre formation initiale, elles vont nous lancer sur notre première carrière, mais jusqu'à combien d'années? Alors qu'ils se mettent la rate au courbouillon, on insiste à mort sur le bulletin, avoir la moyenne partout, savoir ce qu'on veut faire, mais c'est un tremplin.
Les études initiales, c'est un tremplin finalement. Donc, est-ce qu'on met peut-être un petit peu trop l'accent sur ça? Parce qu'il y a une autre statistique qui va débarquer, je ne sais plus dans quel slide, qui dit que les générations Z sont déjà en train de se réorienter par rapport à leur formation initiale. Et là aussi, et pourquoi pas? Et alors? Ça bouscule, hein, c'est sûr, parce que tu dis, bah quand même, t'as passé 5 ans. Bah oui, mais non, ça c'est un biais cognitif. On s'en fiche. 74% veulent du télétravail, mais pas forcément à gogo, hein, en partie, mais alors surtout des responsabilités dès le départ. Et là, va falloir être bien clair que pour eux, l'expérience n'est absolument pas aussi importante que pour nous. Pour eux, ce sont les compétences. Et partant du principe qu'ils ont fait ces études initiales, pourquoi pas? Le télétravail, leur réponse, et j'ai vraiment dans la salle des gens qui vont pouvoir me contredire, qui sont issus de la génération Z, pour eux, ce qui est important, c'est le travail qui doit être fait. Mais ce n'est pas les horaires. Du tout. Okay. Alors, j'ai posé la question en sondage à mes étudiants, qu'attends-tu de ton entreprise? Ce qui revient régulièrement, c'est vraiment me faire évoluer. Ils sont ultra stratégiques et décomplexés de l'être. Ils veulent rentrer dans une entreprise et que ça leur serve à gagner des sous, à avoir des responsabilités rapidement et à bouger sur un poste plus épanouissant, plus intéressant. Et là, ils vous répondront « Et alors ?» Ben oui, normal quoi. Très décomplexé sur la question. Deuxième question que je leur ai posée, comment choisis-tu ton entreprise? Alors là, il y en a qui sont, attention, stratégiques aussi. Ils vont aller voir sur vos profils LinkedIn pour voir un petit peu votre historique, votre CV. Il y en a qui le font. Bah oui, futé. Je boycotte les entreprises qui font passer des entretiens à l'ancienne ou qui vous posent des questions du style « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Parce qu'on va revenir sur cette notion de chronologie. Eux, ils n'ont pas une vision à long terme ou à moyen terme. Et encore, leur vision à long terme, c'est finalement monter en compétences dans tous les cas. Mais alors, ils sont ultra flexibles et agiles à court terme. Je pense que ça a une relation aussi avec le fait qu'il y a peu de moments dans leur vie où ils attendent. Il n'y a plus de pub sur le streaming. Sur les réseaux sociaux, on zappe dès que c'est plus intéressant. Donc l'idée d'attendre, c'est quand même différent pour eux. Nous, on avait une série et on devait attendre la semaine suivante pour avoir l'épisode. Hein? Aujourd'hui, qui se tape des séries tout le week-end? Peu importe la génération. Qu'est-ce qui te motive le plus au travail? Quel est le mot que vous revoyez le plus dans la slide? L'argent. Comme ça, le décor, il est planté. De nouveau, hein, mais c'est vraiment juste au début, quelques informations sous forme de statistiques, c'est quand même la partie visible de l'iceberg. On va avoir 47% qui se disent guidés par leurs valeurs en France. À chaque fois, je vous ai mis la source de ce que je suis allée chercher. Là, je trouve ça ultra intéressant. Les membres de la Gen Z sont 2,25 fois plus nombreux à s'identifier comme introvertis qu'extravertis. Et ça, en termes de montrer des signaux de motivation, je trouve que c'est très intéressant de le prendre en compte aussi. Communauté, alors ça, c'est incroyable. Ils s'entendent ultra bien en général. Il y a bien sûr des clans, il y a des affinités, mais je vous assure qu'ils ont beaucoup plus un esprit collectif que nous. Et puis donc, acheter local, raisonné, durable, respectueux de l'environnement, ça les définit, avec une appétence au bien-être. La RSE et la qualité de vie au travail, ça, c'est très intéressant et très important pour eux. Ils sont capables de sacrifier un poste sympa avec une rémunération sympa s'il n'y a pas la qualité de vie au travail. Alors, en plus, le Covid a tellement bousculé les choses que le temps que ça se stabilise, pour le moment, on est en contre-réaction. On est en train de, voilà, on fait de notre mieux et il y a des tendances qui commencent à émerger maintenant depuis quelques années. Mais enfin, plus les années vont passer, plus les tendances vont aussi se stabiliser. Mais réaction à un tel tremblement de terre qu'a été le Covid, oui,
Oui, on disait que la génération Y, c'était la première qui avait davantage vraiment mis l'accent sur équilibre pro-perso. La génération Z, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre pro et perso? Et c'est vrai que je ne vais pas les contredire parce que quand je fais des coachings pro, bah, la première des choses durant la première séance qu'on va aller regarder, comment toucher à la personnalité, bah, c'est le perso aussi. C'est vraiment tellement, c'est tellement imbriqué qu'en fait, voilà, l'équilibre pro-perso pour eux, bon, bah, c'est surtout, moi je veux que ça ait du sens à mon travail pour pouvoir me réaliser et ensuite que ma vie perso, elle en soit d'autant meilleure. En fait, ce qui, moi, m'interpelle dans tous les sondages que je vais avoir faits, c'est que quand vous leur dites qu'est-ce qui vous motive, bah, y en a plein qui vous disent l'argent, en effet. Mais c'est vraiment le seul moment où ils vont parler de conditions de travail. Derrière, ils ne vont pas évoquer d'autres conditions de travail, ils vont tout de suite aller taper dans les valeurs. Ça ne m'étonne pas du tout quand vous dites, voilà, ça dépend des secteurs d'activité, parce que dès lors qu'on va taper dans des secteurs d'activité qui ont vraiment des valeurs énormes qui les animent, qui sont par exemple la valeur service, à ce moment-là, oui, la rémunération, elle peut passer au deuxième plan. Justement, transition vers, du coup, les valeurs. Maintenant qu'on a parlé de statistiques. Ne regardez pas du tout les petites lignes, c'est pas du tout le but de la diapositive, c'est vraiment juste de planter les générations. Déjà, est-ce que vous saviez qu'avant les baby boomers, on l'appelait la génération silencieuse? À votre avis, pourquoi on l'appelait la génération silencieuse? Travail et tais-toi. La légende de tu rentres, tu fais bien ton travail, tu vas gravir les échelons et ça va payer. Et bim, la légende de l'avancement au mérite était née. Et elle va se transmettre avec de moins en moins de résultats. La légende, elle va de plus en plus en fait s'étioler. Ensuite, on a eu donc les baby boomers, et ça, le pic de naissance après la guerre, ça d'accord. Mais alors pourquoi est-ce que de 60 à 79, les dates, elles varient en plus. Vous allez trouver 78, 80. Moi, je suis une X. Pourquoi est-ce que je suis une X? Pourquoi X? On est d'accord, c'est la X qui a lancé le système de XY, alpha, bêta, etc. Et je vous assure, j'ai posé la question sans avoir la réponse en me disant « Oh mince, il ne trouve pas, je ne sais pas quoi dire » justement à des étudiants. Et il y en a un direct, il me l'a dit « X, madame en mathématiques, c'est l'inconnu. » Et voilà pourquoi est-ce que la génération X a commencé à être appelée X dans les années 70, parce qu'on ne la comprenait pas. Et voilà pourquoi ça a commencé le système. Donc, sitôt qu'on sait que dans tous les cas, le système même, de concept même de génération est basé sur, dès qu'on ne la comprend plus, on lui change son nom, déjà là, ça place aussi des choses. Pourquoi elle dure en moyenne 15 ans, des fois 20 ans, suivant les... Qu'est-ce qui fait qu'on va dire, celle-ci s'arrête là, et la prochaine, elle s'arrête là? Pourquoi, du coup, 15 ans? Ça aussi, c'en est une de bonnes questions, n'est-ce pas? Potentiellement, elle arrive sur le marché du travail. Oui, c'est ça. C'est l'idée d'une vraie génération, d'un enfant qui grandit, etc., puis qui a commencé à rentrer sur le marché du travail, tout à fait. Il y a un facteur qui va identifier les générations, qui n'est pas forcément celui du contexte socio-économique, du coup, mais qui va être finalement, au moment de rentrer sur le marché du travail, quels sont les outils technologiques que j'ai à ma disposition. Et alors ça va énormément influencer ma vision et ma définition de la valeur mérite, et ça va fonder ma valeur travail. Ça, c'est ultra important. Celui-là, il est tellement basique que j'adore ce visuel. L'avancement des outils. Quelle est la dynamique derrière la création de nouveaux outils? Qu'est-ce qui va motiver la création de nouveaux outils? La facilité, la communication. Vous l'avez. Vous avez de ce fait, chaque fois, vous pouvez anticiper les nouvelles valeurs qui vont identifier les valeurs travail. Ça va être celles qui motivent le développement d'outils technologiques. Alors, on dit technologique parce qu'aujourd'hui, ce sont les outils dont on dispose le plus. Ils sont technologiques, bien sûr. Oui. Moi, il y a une chose qui m'étonne quand il m'arrive de prendre le bus. Quand je vois les jeunes qui sont dans le bus, ils ne parlent plus.
ils sont l'un à côté de l'autre, ils sont tous Oh, mais pas leur très nez jeune. sur le téléphone. Oui. Pas très jeune. Ils Alors, s'envoient des SMS, ils passent par Combien il y a de Snapchat, téléphones WhatsApp, là enfin, sur la table c'est aujourd'hui? incroyable. oui, Incroyable. Il y a alors, plus On une en est communication tous là. orale. Il n'y a plus une communication orale. Ça, c'est un je stéréotype. vais peut-être faire l'avocat du diable, mais quand on était dans le bus à 30 ou 40 ans, on avait tous, il y en a qui avaient le journal et puis ils étaient Bah oui, mais plongés on dans leur parlait. journal. Moi, Pas j'ai toujours forcément. parlé en prenant le bus. Moi, je condamne pas les jeunes. Non. On disait tout à l'heure, on n'attend plus. Oui. Donc en fait, dès qu'on a un battement, qu'est-ce qu'on fait? Téléphone. On regarde le téléphone. Quand on est en groupe et qu'on évoque quelque chose, on a une association d'idées avec quelque chose qu'on a vu sur Instagram, On y va. on lui montre sur Instagram, on lui partage, etc. Donc en fait, le téléphone, ça n'est pas un signe de désintérêt, c'est un signe de battement. Alors vous êtes, c'est sûr, quand ils ne sont pas intéressés, c'est un battement. D'accord, mais pas que. Et vous avez en fait la génération là qui pour la première fois a vraiment, ils font limite un grand écart. Et plus ça va aller, plus ils vont faire un grand écart parce qu'ils ont un pied entre le monde du numérique qu'ils ont contribué à créer, où ils nagent complètement, ils vous montrent tout le temps des trucs, on est là, ah bon, ah oui, oui, je savais que ça se faisait comme ça. Pas du tout. Et donc, ils se baladent là-dedans. Ils peuvent personnaliser à mort. C'est disponible H24. Ça n'a pas du tout de valeur de jugement. Il n'y a pas de code à comprendre. Donc, il n'y a pas de difficulté. Ils ne sont pas du tout en face d'un échec potentiel. Ça, c'est le monde dans lequel ils adorent, du coup, vivre. On ne va pas leur en vouloir. Nous aussi. Et de l'autre côté, ils ont le pied dans le monde réel, codifié, pas facile à comprendre, pas intuitif, avec des valeurs qui sont différentes, qu'ils ont autant de mal à comprendre que nous à comprendre les leurs aujourd'hui. Et donc forcément, dès lors qu'ils ne vont pas avoir les clés et qu'ils vont se sentir jugés dans ce monde-là, ils repartent sur l'autre. On le ferait tous. Le cerveau a la facilité pour lui, ça va de soi, quoi. C'est son refuge. Alors, le téléphone, pour prendre un exemple, hein. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelles vont être les différences notoires ou la différence notoire entre chaque version à chaque fois? On n'est pas dans les caractéristiques techniques, hein, mais par rapport aux valeurs, à votre avis, faites le pont entre l'outil et la valeur derrière. La rapidité Ouais. et le coût. Il y a une valeur rapidité, une valeur optimisation du coût. Du temps, de l'argent. Une valeur optimisation, oui. La simplicité. Absolument. Et alors ça, c'est une valeur incontournable dans la nouvelle génération. C'est la fluidité, l'intuitif et la simplicité. Sinon, ça ne fait pas sens. Et essayer de convaincre une nouvelle génération d'apprécier quelque chose, parce qu'avant, on a galéré. Faut arrêter. Faut arrêter qu'on leur explique. Oui, mais tu sais, nous, avant... Faut arrêter. Ça ne marche, ça n'atteint plus rien chez eux. Moi, j'ai grandi, on m'a toujours dit Google est ton ami. T'as une question, tu vas lui poser. Ouais. Et pourtant, cette génération-là, alors qu'ils savent comment faire, puisqu'ils le font tous les jours, bah, ils savent pas se remettre aux bases et se dire j'ai une question, je vais chercher la réponse. Alors, on est d'accord. Une des dérives de rechercher et d'atteindre la fluidité, l'instinctif, l'intuitif partout, c'est en effet que pour revenir à des choses de la réalité ou des choses un peu plus complexes et moins intuitives, il va y avoir un blocage, on va peut-être sortir le téléphone ou en tous les cas, on va attendre un accompagnement. Mais oui. C'est vraiment la danse. On n'est pas en train de dire qu'ils ont complètement raison et qu'il faut que tout soit intuitif, mais en tous les cas, on va pouvoir les accompagner à trouver comment fonctionnent des choses qui ne sont pas habituelles pour eux. Ouais. En effet, là-dessus, ils ont besoin de notre accompagnement. On ne peut pas les prendre pour, du coup, les rois de trouver tout facile et intuitif. Moi, je trouve que c'est qui tout double, justement, parce qu'ils ont tellement l'habitude que ce soit facile qu'ils veulent en fait rendre les choses faciles. Si c'est trop compliqué quand ça arrive, ils vont faire en sorte de rendre ça simple. Des fois, dépoussiérer, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de simplifier les choses. Donc, Ouais. je trouve que c'est un peu
le grand écart, encore une fois. Oui. Et puis il y a le sens derrière l'action. Parce que si on nous demande de faire juste pour faire, ça c'est, je pense qu'il y a beaucoup de réticence à ça. Et donc quand il y a l'explication, entre guillemets, derrière de l'utilité, mais pas par rapport à ce que nous, ça nous inspire, mais plutôt à trouver qu'est-ce qui l'inspire lui, entre guillemets, il y a plus de chances qu'il trouve les stratégies derrière parce que ça le concernera. Ils prennent plus les choses pour acquises, ou en tous les cas, ils questionnent beaucoup les choses, et alors avec une franchise désarmante. Et il y a des fois, nous, on a juste envie de répondre, bah, c'est parce que c'est comme ça, ou alors c'est parce que c'est sympa aussi d'aller rechercher, non ? Bah, pas forcément. Si on continue sur notre compréhension des valeurs derrière tout ça, donc on a dit fluidité, facilité, rapidité, et on est plus connecté partout, et tout le temps. Donc le fait que ce soit accessible et qu'on ne doive pas respecter des horaires ou des protocoles pour avoir accès. C'est ça que je trouve super central, c'est de se dire que c'est la technologie qui va fixer les limites de l'effort. Vous savez, le téléphone à cadran, là, qu'il fallait tourner. Et donc, quand vous appeliez quelqu'un qui avait un numéro en 98, par exemple, bah, vous y étiez content, parce qu'il ne fallait pas que ça rappe au dernier moment pour que vous fassiez tout le tour du cadran à nouveau. J'étais en train d'observer des étudiants en train de faire leurs devoirs, et ils avaient des stylos 4 couleurs, là, qui a vu le jour en 1970 et quelques. Ils étaient les 2/3 de la classe à toujours là, voir ce stylo-là. Et donc, on a raconté le coup de la boule au bout du stylo pour permettre plus facilement de tourner le cadran du téléphone. Mais la notion de pénibilité, à ce moment-là, ça s'accompagnait de l'outil. Aujourd'hui, si vous prenez le téléphone qui est en micro-cravate comme ça et qui projette sur votre main, il n'y a plus de pénibilité derrière. Eux ne peuvent pas avoir une conception du mérite ou de la motivation ou de la valeur travail qui est liée à tel point à de la pénibilité. Nous, on l'avait parce qu'on n'avait pas le choix. Mais eux ne l'ont plus et on ne peut plus l'attendre d'eux. Ils ne peuvent plus le concevoir. Et ça, je trouve ça ultra fondateur. C'est la technologie qui va fixer les limites de l'effort et qui définit la notion de mérite, du coup, différemment pour chaque génération. C'est pour ça qu'on n'a pas la même et qu'eux vont se considérer comme méritants et comme motivés. Et nous, on va appliquer cette définition du mérite et de la motivation avec nos codes et la douleur et la persévérance qu'on a connue pour atteindre ce qu'on a aujourd'hui. Et on le met en filtre sur eux. Mais c'est comme ça que vont fonctionner toutes les générations. Petite anecdote, une étudiante de Bac+3, on parlait des générations justement, et maintenant je leur dis, et alors la génération alpha, parce que là du coup on peut se comprendre, eux, qui sont face à leurs petits frères et leurs petites sœurs. Alors là, il y a une étudiante qui s'énerve en disant « Non, mais elle ne se rend pas compte, quoi. Elle a déjà un téléphone portable, un smartphone super jeune. Moi, j'avais encore le téléphone à clapet. » Éclaté de rire. Les générations, ils ne comprennent pas qu'on va leur expliquer pourquoi on leur demande un truc à faire à la lumière d'une persévérance. Pourquoi ils ne vont pas le comprendre? Ce qui est en plus, de toute façon, inéluctable, c'est que la technologie nous avance vers toujours plus de facilité et de bien-être et moins de douleur physique, etc. Et elle va de pair avec les avancées dans les conditions de travail. Donc les deux avançant, on trouve ça beau, on trouve ça génial. Bien sûr, il y a des risques, on est d'accord. Et c'est pour ça que les générations, elles se définissent aussi en termes d'avancée dans les conditions de travail. Et qu'il y a un côté, non mais attends, nous on a obtenu ça parce qu'on a vécu ça, on l'a obtenu, maintenant vous en profitez sans vous en rendre compte. Là, il y a un petit côté, on a mal au ventre. Toujours parce qu'il y a cette association mérite. Mérite, c'est ce qui rend digne d'estime, de récompense, eu égard aux difficultés surmontées. Je pense que quand vous avez un petit coup d'œil à la définition du mérite,
vous comprenez pas mal de choses. C'est que chaque génération aura l'impression d'en avoir, voilà, d'avoir galéré pour obtenir des choses dont la suivante va bénéficier des doigts dans le nez. Et là, il y a un petit côté, non mais attends, t'as pas de mérite. Et donc, on aura tous, mais de moins en moins, on aura tous cette notion, du coup, d'attendre des signaux de motivation qui ont un lien avec le mérite. Qu'est-ce qu'on attend de voir dans quelqu'un pour dire qu'il est motivé ? C'est une bonne question, manifestement. On va faire des heures supplémentaires. Voilà. Persévérance, difficulté. Ça n'est plus le nouveau vocabulaire des Gen Z. Engagement, ah oui, mais dans un monde où le Covid montre qu'en 15 jours, on doit arrêter de sortir, je caricature, hein. Dans un monde où, quand je vois que j'ai fait 3 années de com et que finalement, ça ne me plaît pas du tout, je vais me réorienter. Vous voulez vraiment que je monte de l'engagement ? Moi, je veux monter en compétences tout de suite pour pouvoir avoir un meilleur job et une meilleure situation et m'éclater demain. Donc, ils n'ont plus la même chronologie en tête. Ils sont beaucoup plus dans du court terme. Ça n'était pas une option, c'était la rupture ou un licenciement, mais c'était pas une option, la démission. J'avais une valeur pour l'entreprise, c'était clair, j'avais ma valeur, j'avais des choses à défendre, et je suis parti avec une autre. Et vous êtes parti? Je suis parti avec une autre. Ouais, d'accord. Mais moi, c'est exactement quand je travaillais. Nous, on était compétents et on restait, mais on n'était pas compétents, on était virés. Voilà, c'est tout. Alors, ouais, je vais être très cash, mais la façon dont vous réagissez pour faire passer un message à monsieur en disant « mais moi, c'était pire », On est en même temps. Oui, il s'en fout. ouh, ça vous fait quel effet? On est en plein dans la définition. Ah mais c'est complètement ça, hein. Hier, j'ai assisté à une présentation d'opportunités de business. La personne a raconté ça parce que nous, avant, j'ai arrêté d'écouter. Et alors? Et pourquoi? Ça ne m'éclaire pas de savoir que ça a été difficile avant, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil de coaching qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Ça aide en fait à savoir comment est-ce que fonctionne la réflexion, le cerveau, et à savoir à quel niveau de la réflexion on peut rentrer en contact avec la personne pour la faire changer ou pour la faire mettre en place des comportements, notamment, qui se voient dans son environnement. L'environnement, c'est le lieu de vie, le lieu de travail, d'accord ? Maintenant, pour vivre dans notre environnement, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis en place des comportements, d'accord ? Et ils sont visibles. Pour les mettre en place, ces comportements-là, ça sous-entend qu'on pense qu'on a les capacités. Parce que quand bien même physiologiquement, notre corps est tout à fait capable de mettre en place le comportement, si on ne pense pas qu'on en a les ressources, les capacités, on ne va pas les mettre en place. Quand vous êtes sous hypnose et que vous dansez ou vous parlez une langue étrangère que vous ne connaissez pas en baragouinant, c'est que vous avez libéré en fait ici parce que vous aviez emprisonné des capacités que vous ne débloquez pas. Pour débloquer des capacités qu'on aurait tous en chacun de nous, elles ne sont pas spécifiques. Eh bien, il faut qu'on pense que c'est OK avec nos croyances et nos fameuses valeurs. Si je pense que ça, c'est important dans ma vie, je vais débloquer mes capacités et mettre en place mes comportements pour avoir un résultat dans mon environnement. Et mes valeurs, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des valeurs ? C'est parce que c'est ce qu'on va considérer comme important. Ça a de la valeur. C'est important dans ma vie parce que ça me permet 2 choses qui rassurent mon cerveau. 1, ça me permet de m'attacher à des gens autour de moi. Et 2, ça me permet d'être autonome. Et ça, c'est la base de mon système de valeurs.
Tout mon système de valeurs va me permettre de m'attacher à quelques personnes autour de moi pour survivre et être autonome. Le but étant de survivre. Et en fonction de l'idée que j'ai de qui je suis, je vais fonder mon système de valeurs. À partir de là, je vais penser que je suis capable de faire des choses dans ma vie, je vais mettre des comportements en place et je vais obtenir ça dans la réalité. C'est pour ça que quand vous dites à quelqu'un « fais ceci, fais cela » et que vous lui demandez de mettre en place des comportements qui vont pas, dont il ne pense pas qu'il a les capacités parce qu'il ne pense pas que c'est en accord avec ses valeurs, c'est mort, il ne fera pas. C'est à chaque fois à l'étage des valeurs qu'on va pouvoir vraiment le plus convaincre une personne et intervenir. Si on lui dit « mais si, bien sûr que tu en es capable », est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Ça ne percute pas forcément. Par contre, si on pense, je vous donne un exemple, quelqu'un qui va obtenir la valeur travail. La valeur, du coup, persévérance, va du coup penser qu'il a, ou pas d'ailleurs, des capacités pour mettre en place des comportements. Il ne va peut-être pas passer à côté de tout ce qui sera trop facile, en pensant que ça ne vaut rien. Il va peut-être se dire, il faut d'abord que je mette énormément de comportements en place pour obtenir quelque chose. Il va avoir la croyance que tant qu'il ne sue pas sang et eau, ça ne va pas venir. A contrario, quelqu'un qui a une valeur humilité, par exemple, respect, humilité, c'est beau. Sauf qu'il peut en avoir des blocages au niveau d'utiliser ses capacités en pensant que ça peut lui attirer des conflits, des jalousies, le regard de l'autre. Il ne va pas se sentir légitime et bim, il ne met pas en place des comportements, etc. Je me suis un tout petit peu égarée, je suis désolée. Mais en gros, c'est travailler avec la personne au niveau des valeurs. Et là, vous retrouvez quoi? La valeur des entreprises. La RSE, la qualité de vie au travail. C'est pour ça que ça leur parle aussi énormément. Parce que si je fais tout ça et que je pense que tout ça c'est aligné, alors l'étage suprême, c'est que je vais trouver ma place avec l'autre. Et là, tout le monde, il est content. Et cette slide-là, ça va être sympa pour vous de l'étudier et de la regarder vraiment tranquillou. Traduit en termes d'entreprise, ça veut dire que l'étage valeur, c'est la culture d'entreprise. Et c'est, de nouveau, ne pas prendre les choses pour acquises, ne pas demander aux collaborateurs de faire ça parce qu'il faut faire ça. C'est vraiment d'expliquer pourquoi est-ce que dans le système de valeurs de l'entreprise, on fait les choses comme ça. Et d'avoir l'idée que si lui fait une proposition qui est toujours raccord avec les valeurs de l'entreprise, de faire les choses autrement, bah pourquoi pas? Donc ces fameuses valeurs, elles nous animent avant tout, elles nous donnent de la valeur, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Et donc nous avons tous une valeur mérite, mais elle va varier en fonction des outils technologiques qui nous ont fait grandir. Et de base, on pense tous qu'elle est bafouée par la génération suivante. Alors je vous ai mis quelques valeurs que je pense être celles de la jeune génération. Alors en haut à gauche, on a la valeur facilité, fluidité, tout ce qui va être intuitif. C'est très très important. Et ensuite, ça va découler, mais de façon différente, dans des croyances, des valeurs, des comportements et des contextes d'entreprise. Il faut que ce soit personnalisé, flexible. Il faut que ce soit très pragmatique. Faire les choses pour une raison qui n'est pas pragmatique, ça perd de son sens. Il faut beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que la gestion de l'émotion, de l'humain, de l'empathie, de la bienveillance, c'est essentiel. Et il faut parler compétences avant de parler expérience. On parle expérience, on a commencé déjà à les perdre. Parce que c'est dans une chronologie qui est déjà plus loin. Là, je vous ai mis d'autres valeurs. Persévérance, mérite, connaissance académique aussi, expérience avant tout et validation extérieure. La nouvelle génération est beaucoup moins impactée par la validation extérieure de gens qui pourraient avoir de l'expérience. Parce qu'ils valorisent la compétence. Donc validation de quelqu'un qui a de la compétence, oui. D'ailleurs, voilà ce qu'ils attendent de leur manager, petit brainstorm que j'ai fait avec eux.
Brainstorm post-it, donc c'est pondéré. Hein. Si le truc revient plusieurs fois, c'est qu'ils étaient plusieurs à le penser. Et vous retrouvez l'accompagnement, le tirer vers le haut. Vous retrouvez beaucoup de soft skills, hein, d'empathie, le fait d'être motivant. On ne retrouve pas le feedback, c'est bizarre. Alors, il va finalement ça va être un outil, le feedback, qui va être derrière la motivation, derrière le tirer vers le haut. C'est comme ça qu'ils aiment bien être tirés vers le haut. Ça va être avec le feedback, en effet. À travers les générations, cette notion de mérite, elle a vachement évolué. Une entreprise pour la vie et l'effort fini par payer, c'était la croyance au début et ça fonctionnait. Mais ça s'est vraiment étiolé au fur et à mesure. Donc forcément, perte de sens, on commence à douter et à prendre du recul et à moins croire ce qu'on nous dit et le prendre pour acquis. Et donc on va commencer à changer, moins se sacrifier. Je fais carrière et j'attends le juste retour de mes efforts. Et puis après, l'entrepreneuriat commence à débarquer. À partir de 2000 plutôt. Hein. J'ai regardé les statistiques, je n'ai pas trouvé l'entrepreneuriat avant 2000, je n'ai pas trouvé les statistiques. C'est le début de la reconversion professionnelle. Aussi, ouais. On change de carrière, c'est plus un boulot pour la vie. Équilibre vie pro, vie perso, profiter de l'instant présent. Et là, on va avoir la dopamine qui est présente dans les vies de beaucoup, de tout le monde d'ailleurs, à court terme, et une vision stratégique à moyen et long terme. Mais pas avec l'acceptation de galérer d'abord pour avoir ensuite. Ça, non, c'est fini. D'ailleurs, le renvoi systématique à ce mérite des générations d'avant, elle peut aussi créer un syndrome de l'imposteur parce que on finit par se dire que rien n'est grâce à nous et que tout est finalement grâce à eux mais pas vraiment, et donc il y a une difficulté après d'expression. Et quand on parlait là sur cette petite pyramide avec l'identité, il va y avoir aussi toute la confiance en soi qui est une grande question dessus, avec sa valeur, l'estime, la confiance et après l'affirmation de soi. Et donc parfois il y a une suraffirmation parce que une descente constante de l'estime par les générations précédentes. Ouais. Oui, comment être considéré quand on n'a pas encore fait ses preuves. C'est très 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 intéressant ce que vous avez dit. Alors on n'a pas parlé encore beaucoup de l'IA, mais bien sûr, hein, l'IA qui débarque et la robotisation également, et qui, elles, de nouveau, vont renforcer les valeurs travail, les futures valeurs travail. Toujours un mérite rapide, pas forcément lié à l'effort, mais un mérite dopamine, court terme, normal, quoi. Et pourquoi pas? Et alors, de nouveau, que ce soit intuitif, court terme, ça c'est le maître mot, et rapide du coup. Pourquoi s'embêter à emmagasiner des connaissances qui ne seront pas utilisées sur le court terme? Alors là, j'ouvre encore une autre dimension du débat, mais je me suis cassé les dents à commencer mes cours cette année en étant plutôt en mode un peu plus descendant, quoi. Vous voyez que c'est toujours très participatif avec moi. Mais je me suis vraiment cassé les dents. J'ai dû complètement revoir ma méthode pédagogique. Je vous ai fait une petite diapo transmission. D'abord du mentorat, après l'éducation religieuse, l'école, comme on l'a connu, et puis l'arrivée du e-learning, des sources d'informations disponibles H24 qui ne viennent plus de l'humain. Et puis aujourd'hui, on a le réseau qui apporte énormément. C'est-à-dire les étudiants, quand on est formateur avec eux, il faut s'accrocher parce qu'on ne détient plus le savoir. Il faut vraiment bien l'intégrer, ça. Hein. Eux, ils ont le réseau, ils ont le mentorat aussi qui les intéresse. Ils ont l'intelligence artificielle qu'ils savent en effet plus ou moins utiliser parce que ça demande de bien affiner les prompts qu'on demande à ChatGPT. Et puis la formation initiale, en effet, le pourquoi. Ça va me servir combien de temps cette histoire? Parce que là, ça fait 5 ans. Mais jusqu'à quand est-ce que je vais en profiter? Parce que si c'est pour en profiter 2 ans et me réorienter, bon.
Donc on assiste beaucoup plus quand même à des formations qui vont être sur le terrain, en mentorat et en entreprise, avec un socle du coup finalement en formation initiale beaucoup plus restreint. Peut-être reviendra-t-on à avoir des cours sur comment savoir comment percer un mur et savoir quelle cheville choisir pour ne pas créer un énorme trou derrière. J'ai demandé est-ce que vous seriez intéressé par du mentorat, donc avec des seniors de plus de 45 ans. Ils sont quand même, vous voyez, majoritairement ouverts. Maintenant, à votre avis, la question d'après, c'est quelles sont les conditions du succès pour que ça se passe bien? Ils ne veulent pas le jugement. Je raconte juste cette anecdote-là. Je suis arrivée devant donc les Bac+3 en tout début d'année. Je ne savais pas que c'était leur rentrée en plus et on m'avait dit « Partage ton expérience professionnelle sur 3h30 ». Ah oui, quand même. Donc j'arrive et je leur dis « J'espère que ça va être interactif parce que sinon 3h30 de m'écouter, ça va être long quoi quand même. Hein, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. J'avais amené des photos, des musiques, des vidéos, plein de choses. » Et puis en fait, j'ai difficilement réussi à les intéresser. Si au début, ils ont été choupis, il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment, c'était... et je leur demandais d'interagir avec moi, il n'y a pas de... ça venait pas forcément. Et il faisait très chaud dans la salle, donc ça a été un souvenir pour moi compliqué. Et à la fin, je leur ai demandé, mais quand même, faites-moi un feedback. Qu'est-ce que vous en avez tiré? C'était quand même intéressant, sympa. Comment est-ce qu'on aurait pu faire en sorte que ce soit encore plus intéressant? Et là, ils m'ont répondu. Mais madame, vous ne nous avez même pas demandé qui on était et qu'est-ce qu'on faisait. Vous n'êtes pas intéressée à nous. Et voilà. Eh bien oui, en effet, je repasserai. Et donc, deuxième anecdote avec d'autres Bac+3. Gestion du stress. Donc, j'avais plein de choses à leur apporter. De nouveau, participe pas forcément, partage pas forcément des anecdotes, rien du tout. Mais alors le mode descendant, du coup, ne passait pas non plus. Et d'habitude, ça se passe super bien toujours, mes formations, c'est très chouette, c'est très gai. Donc là, je leur demande un jour, je vais mettre mon gobelet de café dans la poubelle et j'étais blasée. Et il était qu'à la moitié des 3h30. Je me suis replantée devant eux en disant, si vous saviez comme je me fais chier avec vous, il va falloir qu'on trouve un truc pour fonctionner parce que là, on ne va pas le faire ça pendant tout le reste de l'année. Et ils ne m'ont pas répondu. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est moi, il faut que j'arrête d'être en descendant ou en interactif, mais frontal. Donc, je suis passée par, OK, vous allez prendre un sujet de présentation, puisque gestion du stress, la parole en public, c'est quelque chose. Et on va faire des groupes de coach. Vous, groupe de coach sur la voix. Vous, groupe de coach sur le langage avec les mains. Vous, scanner la salle. Et vous, la structure. Mettre une anecdote, créer de l'interaction. Ils ont bossé pendant 1 heure. Ils allaient à la cafette, ils allaient dans des lieux de l'école super sympas pour eux. Ils sont revenus au bout d'1 heure. Groupe WhatsApp, les gars, ça y est, on peut revenir. Génial. Moi, je n'ai pas bougé de la salle. Enfin, si, j'ai fait quand même le tour des groupes. Et on a passé un moment, une épiphanie, les fameux, comment j'ai arrêté l'addiction, etc. Et on a pu, bien sûr, au passage, passer tous les messages de l'importance de la prise de parole et de la gestion du stress. Et j'ai fait que dalle en préparation. Et à partir du moment-là, en fait, c'est vraiment la maïotique. Découvre à l'intérieur de toi ce que tu sais déjà et va te renseigner auprès de plein de sources de connaissances parce que c'est facile pour eux d'en avoir. Et puis même, ils ont des compétences déjà. Pourquoi ne pas s'appuyer dessus? Et à partir de là, je vous assure que j'ai beaucoup moins préparé. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Ils ont cet engagement, cette persévérance. On la voit aussi malgré tout. Regardez. On est d'accord, Thibaut InShape est devenu youtubeur numéro 1. C'est quand même la persévérance aussi et le sport, l'entretien de son corps, c'est une valeur de persévérance, de mérite dans la difficulté, pour le coup. Le fait de voyager, de se dépasser, tout le temps aussi d'être autonome, de découvrir. Ils reviennent, ils adorent, crochet, tricot, couture. De nouveau, quand même, pour faire un truc en crochet, ça prend combien de temps, quoi, faut suivre le nombre de mailles, tout ça, ça prend du temps.
Ils sont très engagés pour la planète. Ils sont aussi devant les difficultés de créer leur propre entreprise et ils sont très très appelés par ça, beaucoup plus que les précédentes générations. Et puis enfin, ils doivent avoir la persévérance quand même de vivre dans un monde où il y a les autres générations qui les comprennent et c'est quand même de plus en plus difficile. Je ne connaissais pas trop l'expression « OK Boomer », donc j'ai regardé, vous savez, « OK Google ». Eh bien, « OK Boomer », c'est en gros « OK, je vois que tu ne vas pas me comprendre, ça va prendre beaucoup trop de temps d'essayer de te montrer mon point de vue, donc je vais juste dire « OK Boomer ». Et c'est devenu viral, ils en font des chaussettes. OK, boomer. Donc en gros, c'est je débranche les neurones, vas-y, raconte-moi le coup de combien c'était difficile ton passé. Les défis auxquels ils font face, climat, conflit, télétravail délocalisé, IA et robotisation qui va bouleverser les nouveaux métiers, la désinformation, les algorithmes des réseaux sociaux qui les entretiennent dans un feed de choses identiques et qui rend peut-être plus difficile le fait de voir ailleurs. Et pour en citer que quelques-uns, le cyberharcèlement. Excellent, mais en anglais, excellent conférencier sur la génération Z, Ryan Jenkins, qui va nous demander, c'est l'avant-dernière diapo, ne changeons pas pour la génération Z, mais plutôt innovons à la lumière de ce qui nous font questionner. C'est son motto. Pour lui, il faut 3 choses indispensables au travail. Le feedback, donner du sens, on l'a dit tout à l'heure, et surtout la montée en compétences à court terme. Je vous ai mis une diapo avec tout ce qu'on a partagé, grandes idées. J'espère que ça vous aura plu, ces échanges. Merci énormément d'avoir participé autant.